Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La formation du nouveau gouvernement au menu d'un entretien entre Fouad Signoral, leader du bloc parlementaire du Courant du Futur, et le chef de l'État, Michel Sleiman, au palais de Wabda. Najib Mikati à Ain Tiné, le Premier ministre sortant, s'est entretenu avec le chef du Parlement, Nabil Berri, qui a réitéré son attachement à la formation d'un gouvernement basé sur la formule des 3-8. En Syrie, les djihadistes ont recours à des attentats à la bombe pour liquider leurs ex-frères d'armes islamistes. 5 rebelles ont été tués ce samedi dans une attaque à la bombe au nord de Damas. Et à suivre également dans ce journal, l'ancien Premier ministre israélien Ariel Sharon, dans le coma depuis 8 ans après une attaque cérébrale, est décédé ce samedi à l'âge de 85 ans à Tel Aviv. Fouad Signoral au palais présidentiel à Wabda, le leader du bloc parlementaire du Courant du Futur, s'est entretenu ce matin avec le chef de l'État Michel Sleiman. Une rencontre axée sur la formation du nouveau gouvernement. Les négociations se focalisent à présent sur la formule des 3-8, soit 8 ministres pour le 14 mars, 8 pour le 8 mars et 8 pour les centristes. Le président Sleiman a appelé tous les partis politiques à des concessions en vue de la formation d'un gouvernement qui répondrait aux besoins des citoyens et qui ferait face aux défis régionaux. Dans un entretien accordé vendredi à nos confrères de la LBC, le président de la République avait menacé de constituer un gouvernement sans prendre en compte l'avis des blocs parlementaires si les partis politiques échouaient à s'accorder d'ici à 10 jours sur la formation d'un cabinet d'union nationale. Selon le chef des forces libanaises, Samir Jarjah, le 14 mars n'a pas encore tranché la question de sa participation à un gouvernement constitué sur la formule des 3-8. Dans un entretien accordé à nos confrères d'Al Jadid, Jarjah a précisé que les négociations continuent et que le chef du Courant du Futur, Saad Hariri, n'a pas pris une décision définitive sur la participation de son camp à un tel cabinet. Jarjah a par ailleurs démenti les rumeurs selon lesquelles Hariri aurait tenté de le convaincre de participer à un gouvernement constitué sur la formule des 3-8. Le Premier ministre sortant, Najib Mikati, s'est entretenu ce midi avec le chef du Parlement, Nabil Berri, à Ain Tiné. Les deux hommes ont notamment évoqué les tractations en cours en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. Berri a redit ce samedi son attachement à la formation d'un gouvernement basé sur la formule des 3-8. Un gouvernement qui puisse rassembler toutes les parties libanaises en vue de l'élection d'un nouveau président de la République. Le mandat du président Sleiman expire le 25 mai prochain. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a fait part hier de sa grande inquiétude face à la multiplication des actes de violence au Liban. Lors d'un point de presse, le chef de l'ONU a appelé toutes les parties à contrôler les esprits et à calmer la situation. Il a aussi exhorté le peuple libanais et les institutions à régler les différends. Ban Ki-moon a enfin indiqué qu'il rencontrera le président Michel Sleiman et le Premier ministre sortant Najib Mikati le 15 janvier prochain au Koweït, à l'occasion de la 2e conférence internationale des donateurs pour la Syrie. Et en Syrie, les djihadistes ont recours à des attentats à la bombe pour liquider leurs ex-frères d'armes islamistes. 5 rebelles ont été tués ce samedi dans une attaque à la bombe qui visait leur véhicule à Sarakeb, au nord de Damas. Cet attentat survient alors que se prépare une importante bataille pour le contrôle de cette ville stratégique située sur la route entre Hama et Alep. Plus à l'est, à Raqqa, seule capitale provinciale dont le régime a perdu le contrôle. La bataille continue de faire rage entre les rebelles et les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant. La guerre interne au sein de l'opposition armée en Syrie a fait plus de 500 morts en une semaine. C'est dans ce contexte que se prépare la conférence de Genève 2 prévue le 22 janvier en Suisse. Et d'ici là, les 11 pays du groupe des Amis de la Syrie a rendez-vous ce dimanche dans la capitale française, Paris. Je vous le disais en titre, l'ancien Premier ministre israélien Ariel Sharon, dans le coma depuis 8 ans après une attaque cérébrale, est décédé à l'âge de 85 ans. Son fils Gilad a annoncé le décès à l'hôpital dans lequel il était traité. L'état de santé d'Ariel Sharon s'était fortement dégradé depuis plusieurs jours et ses médecins avaient jugé que son décès était imminent. Plusieurs ministres du gouvernement de droite de Benjamin Netanyahou ont exprimé leur regret à la disparition d'un homme qui laissera, selon eux, une empreinte profonde dans toute la
la région, tout à la fois comme chef militaire et comme promoteur des implantations israéliennes dans les territoires palestiniens annexés, mais aussi l'initiateur de la décision unilatérale de retirer les troupes et les colons de la bande de Gaza. Rappelez-vous, c'était en 2005. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, n'a pas réagi dans l'immédiat, mais Jibril Raboub, un dirigeant du Fatah, a qualifié Sharon de criminel de guerre. Il est responsable, selon lui, de l'assassinat d'Arafat et a échappé à la justice internationale. À Gaza, le Hamas a salué la disparition d'Ariel Sharon. La disparition de ce criminel aux mains couvertes de sang palestinien est un moment historique, selon le mouvement islamiste. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, le Conseil de sécurité des Nations Unies apporte son soutien au gouvernement irakien. Retour sur le plateau de l'info, le Conseil de sécurité des Nations Unies apporte son soutien au gouvernement irakien. Bagdad est appuyé dans sa lutte contre des djihadistes liés à Al-Qaïda. L'État islamique en Irak et au Levant contrôle depuis une semaine plusieurs quartiers des villes de Fallujah et de Ramadi. Sur le terrain, les combats se poursuivent, mais les autorités irakiennes auraient remporté une victoire avec la reprise de 2 quartiers de Ramadi. Il s'agirait pour les troupes irakiennes d'une petite victoire réalisée notamment grâce à des tribus locales qui se seraient alliées aux forces de l'ordre pour chasser les terroristes. Et cela fait 1 an, ce samedi 11 janvier, que l'opération Serval a été déclenchée au Mali. Si les mouvements djihadistes conservent une capacité de nuisance en étant capables de mener des attentats ou des enlèvements, ils ont toutefois perdu leur capacité à opérer de manière structurée. L'armée française, elle, passe le relais à la MINUSMA et aux forces armées maliennes, mais maintiendra 1 millier d'hommes au printemps prochain pour une mission axée sur la lutte contre le terrorisme. Au plus fort des opérations, 5500 soldats français étaient mobilisés dans l'opération Serval, une opération qui aurait conduit à l'élimination de près de 400 djihadistes, la destruction de 120 véhicules et la découverte de 220 tonnes de munitions. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les crues de la Tamise ont provoqué l'inondation de quelques 560 foyers dans le sud de l'Angleterre et au pays de Galles. 4 tempêtes successives se sont abattues sur la Grande-Bretagne en moins d'1 mois, avec leur lot de pluies diluviennes et de vents violents. Ils étaient venus pour protester contre la condamnation de plusieurs opposants par la justice. Résultat, une douzaine de blessés, dont l'ancien ministre de l'Intérieur, Yuri Lutchenko. C'est à Kiev. Et l'ancien ministre de l'Intérieur, considéré par certains comme un ancien prisonnier politique. Après plus d'1 mois de mobilisation, l'opposition ukrainienne pro-européenne reste déterminée à faire tomber le président et son gouvernement pro-russe. Un gouvernement qui vient de fonder une firme gazière avec Moscou. Nouvelle flambée de violence en Thaïlande. Des manifestants hostiles au gouvernement ont essuyé des tirs la nuit dernière à Bangkok, la capitale. 7 personnes ont été blessées, dont un grièvement. En dépit des appels au calme lancés par le chef de l'armée, l'opposition projette toujours de paralyser Bangkok à partir de lundi. L'opposition réclame depuis 2 mois la démission de la première ministre Yingluck Shinawatra, accusée de corruption et d'être la marionnette de son frère Thaksin, renversé par un coup d'État en 2006. Et demain, dimanche 12 janvier, les Haïtiens commémorent le 4e anniversaire du tremblement de terre qui a dévasté une partie du pays. Près de 220 000 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe. 300 000 auraient été blessés. 1,5 million d'Haïtiens se sont donc retrouvés dans les rues sans aucun abri. Aujourd'hui, la situation a évolué, mais des problèmes demeurent. Vous voyez à l'écran ces images du palais présidentiel dévasté. Et direction Port-au-Prince, justement, la capitale haïtienne. L'hôpital Médecins Sans Frontières est le seul service de référence pour la prise en charge des personnes brûlées. Ce service, entièrement réaménagé en 2013, est plein en permanence. Il y a encore peu de temps, le service des brûlés était sous tente. Matinée classique dans le service des brûlés de Drouillard. Après la traditionnelle visite et les soins quotidiens, les enfants s'amusent pour faire passer le temps. Jennifer et sa petite sœur Chara sont là depuis 2 mois et demi. Pendant que j'ai commencé à soigner, je mis mon baleine, mettais là dedans
Ma maison a pris feu à cause d'une bougie allumée à l'intérieur. Je n'étais pas là quand ça s'est passé. J'ai vu les flammes en revenant. Il y avait 3 de mes enfants à l'intérieur. Jennifer et Shara ont été gravement brûlés. La 3e, elle va mieux. Il y a encore peu de temps, le service des brûlés était sous tente. Son arrivée dans la partie en dur de l'hôpital a permis à l'équipe d'améliorer la qualité des soins et les conditions de vie des patients, qui restent souvent plusieurs mois dans le service. Jennifer, c'est la grande sœur de Shara qui a été brûlée au même accident, qui a eu aussi des moments difficiles, mais là qui va mieux, qui est quasiment cicatrisée, et qui pourra rentrer chez elle la semaine prochaine. Tu peux respirer fort par la bouche. Respire fort. Les patients du service des brûlés se partagent en 2 catégories. Il y a les brûlures domestiques causées souvent par les conditions de vie précaires et les brûlures électriques, résultat d'installations artisanales. Il y a des gens qui marchent dans la rue et les fils électriques qui tombent sur eux ou qui passent en moto. On a eu plusieurs comme ça, qui passent en moto. Le fil électrique qui se détache et qui tombe sur la moto et le courant passe par l'électricité. Ils sont brûlés sur les mains, ils tombent. Changer régulièrement les pansements, éviter à tout prix les infections et réaliser des greffes de peau si nécessaire, voilà les premiers soins à offrir aux brûlés. Allez, on y va. Michael, le physiothérapeute, intervient ensuite. Une rééducation qui permet de limiter au maximum les séquelles des brûlures et qui offre aux enfants la possibilité de s'échapper du service pendant quelques instants. Il s'appelle Amo Hadji et semble tout droit sortir d'un conte fantastique, vous allez le voir. Son apparence de vieille ermite, cet Iranien le doit à un manque total d'hygiène. Et c'est encore peu dire puisqu'il n'aurait plus mis un pied et le reste dans un bain depuis, attention, 60 ans, se contentant d'une vie de primitif. Amo Hadji, qui aurait aux alentours de 80 ans, vit dans la province de Fars au sud-ouest de l'Iran. Il n'a comme seule possession qu'une vieille pipe qu'il bourre, non pas de tabac, mais avec du fumier. On ignore les raisons qui ont poussé cet homme à vivre ainsi. Et voilà, c'est ainsi que se referme donc cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La formation du nouveau gouvernement au menu d'un entretien entre Fouad Signora, le leader du bloc parlementaire du courant du futur, et le chef de l'État, Michel Sleiman, au palais de Barabda. Najib Mikati Aïn Tiné, le Premier ministre sortant, s'est entretenu avec le chef du Parlement, Nabil Berri, qui a réitéré son attachement à la formation d'un gouvernement basé sur la formule des 3-8. En Syrie, les djihadistes ont recours à des attentats à la bombe pour liquider leurs ex-frères d'armes islamistes. Aujourd'hui, 5 rebelles ont été tués dans une attaque à la bombe au nord de Damas. Et l'ancien Premier ministre israélien Ariel Sharon n'est plus. Il est décédé donc ce samedi à l'âge de 85 ans après 8 années passées dans le coma après une attaque cérébrale. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura Eul à la barre du prochain JT. Bon week-end.